Alors, donc ce soir, le thème que j'ai choisi pour vous, c'est sur la solitude, mais plutôt du point de vue de la solitude subie, pas la solitude choisie. Parce qu'on va explorer ce thème et vous allez voir qu'il y a la solitude, ben, c'est un concept abstrait, mais c'est vécu de manière différente selon le fait que je suis contente d'avoir choisi ma solitude. Donc je suis un célibataire ou un solo heureux, content de l'être, ou au contraire, je suis dans une forme d'isolement et je m'enferme là-dedans. Et à ce titre-là, je suis dans ce qu'on appelle une solitude subie. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé, je n'ai pas le sentiment d'avoir le contrôle là-dessus. Et à ce titre-là, ben, je vais générer de la chimie du stress. Hein. Alors que si je suis dans une solitude choisie, ben, je vais plutôt générer des endorphines. Voilà, je vais bien le vivre. En fait, c'est complètement différent. Donc on va s'intéresser à la solitude. Le titre, c'est «La solitude est-elle devenue une nouvelle norme? Analyse d'un malaise contemporain», puisque effectivement, c'est pas moi qui le dis, mais on n'a jamais été aussi reliés les uns et les autres du fait d'Internet, oui, du fait et tous les outils de rencontre et du virtuel qu'on a sur Internet, qui est quand même un phénomène récent, mais sociétal. Et du coup, et pourtant, on n'a jamais eu autant de problématiques sur la solitude. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui se sont senties seules. Donc à la fois très connectées et à la fois dans un sentiment de solitude profond. Donc c'est intéressant de l'expliquer, de voir comment on peut expliquer ça. Et je vous donnerai aussi à la fin des pistes, en tout cas mes pistes, pour pouvoir sortir un peu de cette solitude subie. Parce que ça s'appelle d'ailleurs l'isolement et c'est une vraie souffrance. Hein. Il y a des personnes qui sont vraiment, du point de vue de la santé mentale, en danger hein, quand elles sont dans cette solitude subie et que ça dure et que ça dure et que ça dure. Donc ce qu'on va explorer ce soir, c'est cette différence entre ce qu'est la solitude, l'isolement et le sentiment de solitude, parce que c'est subjectif, hein, c'est un sentiment de solitude. Selon ma manière de le vivre, mon rapport à la solitude, comme on l'a vu, ça peut être vécu complètement d'une manière différente. En quoi c'est un fait de société? C'est donc une nouvelle norme. On verra ça, je vous donnerai des statistiques aussi. Le numérique, les mutations sociales, la culture de l'autonomie aussi va favoriser la solitude choisie ou subie. Hein. C'est vrai qu'il y a il y a des normes sociales. À chaque époque a des normes. Et c'est vrai qu'on est beaucoup dans soyez indépendant, en plus, hein, surtout ne dépendez pas, vous êtes l'auteur de votre vie, soyez volontaire, vous y arriverez, vous allez réussir par vous-même. Donc ça donne aussi toutes ces normes sociales vont amener des personnes à souffrir d'une solitude non pas choisie mais subie. Et puis on verra que c'est pas une fatalité, et je vous donnerai des pistes comme je vous l'ai dit. Donc c'est pas de dramatiser en fait, mon but du jeu c'est pas que vous sortiez de là avec une tête de 3 mètres de long, 4 mètres de large, en mode oh là là, mon Dieu, on est mal barré, ça va de pire en pire, il y a de plus en plus de gens malheureux qui souffrent de solitude, on va pas s'en sortir, on va tous couler. Non, bon, c'est pas ça l'idée, mais c'est déjà peut-être de vous sentir concerné, de voir quel est votre rapport à la solitude, et par moment, par période, quand vous souffrez de solitude, donc subie et non choisie, quelles sont les pistes pour repartir dans la bonne direction. Voilà. C'est un peu l'idée. Mais pour démarrer, j'ai toujours, des fois j'aime bien vous faire un petit exercice pour vous sentir, pour faire l'expérience de votre cas, et d'une étude personnelle, pour voir quelle est votre relation à la solitude. Et sachez aussi, et ça vous l'avez certainement remarqué, qu'il y a des différences entre je peux être en contact avec quelqu'un et me sentir seule. C'est pas parce que je suis soi-disant en lien en apparence que je me sens pas seule. On peut être seul en groupe, on peut être seul à deux, on peut être seul en couple, on peut être seul à trois, en amitié, on peut être seul. Donc là, je vais vous faire un peu faire une expérience justement de votre rapport à la solitude. Donc je vous propose de fermer les yeux quelques instants pour vous mettre en contact avec vous, vos paysages intérieurs. Et puis de prendre un petit temps là pour sentir vos pieds au sol, d'atterrir dans votre corps, voilà. Juste d'être en contact avec vous.
de rien faire de spécial, juste d'être présent à vous, quoi. Ne cherchez pas à faire un truc, juste être là. Et puis, je vous propose 2 scénarios. Le premier, imaginez que vous êtes entouré de gens. Par exemple, vous travaillez, ou vous parlez, peut-être vous souriez. Et à l'extérieur, tout a l'air normal. Donc prenez une situation où vous êtes en lien, que ce soit au travail, ça peut être dans votre famille, ça peut être avec des amis, ça peut être en couple. Mais à l'intérieur, donc à l'extérieur, tout paraît tout à fait normal, mais à l'intérieur, vous avez le sentiment que personne ne vous comprend vraiment. Donc choisissez une situation où vous vivez ça. Et remarquez ce qui se passe en vous quand vous dévoilez, quand vous observez que finalement vous êtes en lien sans être en lien, qu'on ne vous comprend pas. Quelle est l'émotion qui est là? Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous-même dans ce moment-là? Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà, puis vous allez lâcher ce souvenir, laisser passer, laisser filer ce souvenir. Et je vous propose un deuxième scénario. Vous allez imaginer que vous êtes seul physiquement. Fermez les yeux, revenez chez vous, à l'intérieur de vous. Imaginez que vous êtes seul physiquement. Il n'y a personne autour de vous. Mais que, ça peut être chez vous, ça peut être à l'extérieur dans la nature, peu importe, mais que manifestement, bien qu'il n'y ait personne autour de vous, enfin, il n'y a pas d'être humain, on va dire, vous vous sentez relié à quelque chose. Ça peut être une présence intérieure, ça peut être une paix avec vous-même. Voilà, vous vous sentez en paix, tranquille, calme, serein, alors qu'il n'y a pas de stimulation de lien extérieur. Hein, prenez le temps de sentir ça, en espérant que vous l'avez déjà vécu. Alors peut-être vous ne l'avez jamais touché, jamais vécu, mais très souvent dans votre vie, il y a peut-être déjà eu des moments comme ça, où vous étiez fort connecté, sentiez vraiment relié à vous ou à la vastitude, hein, ou aux autres, sans être en contact avec quelqu'un. Ou tout simplement sentir la présence, votre présence, quelque chose de tranquille. Pourtant, il n'y avait personne. Voilà. Puis vous allez délicatement rouvrir les yeux. Et puis faire une prise de conscience, de répondre à la question dans quel scénario la solitude était-elle la plus forte? Ceux qui veulent répondre, vous répondez. Dans quel scénario Là, en groupe, quand j'étais en groupe, mais que je me suis sentie déconnectée des autres. Ouais. Ouais. Et pas dans la même énergie, en fait. Tout à fait. Donc tu peux te sentir un peu exclu comme ça, Ouais, tu vois, isolé, ouais, exclu. c'est terrible. Oui, surtout la notion du groupe, je le développerai tout à l'heure, ça peut être vraiment important parce que tu sais, c'est grégaire en fait le groupe, c'est archaïque. On a besoin d'appartenir à des groupes et si tu choisis ce groupe, c'est que tu as une affinité normalement avec l'activité du groupe ou tes groupes de pairs. Et là, il peut y avoir un fort sentiment de ne pas appartenir, donc d'être exclu. Ouais. Et rappelez-vous que dans la préhistoire, quand tu étais exclu, tu étais en danger de mort. Hein. Donc ça renvoie à ça, à la honte, à l'exclusion, etc. Donc ça peut être assez puissant de vivre ce sentiment de solitude malgré le fait d'être entouré et même d'avoir choisi des personnes qui pouvaient être connectées à toi. Tu vois. Et en fait, il n'y a pas ce sentiment de connexion. Donc ça peut être terrible, surtout que quand tu choisis un groupe comme ça, tu t'attends
puisque c'est toi qui l'as choisi d'aller dans ce groupe. Donc tu t'attends à ce qu'il y ait de la connexion, et il y a une désillusion, une déception de te sentir pas connecté aux autres, disconnecté, je sais pas, quelque chose comme ça. Oui, vas-y, Ben, en fait, c'est en lien avec le moment. Oui, C'est pas les autres qui sont en jeu, il me semble, non, à ce moment-là, parce oui. que vu que j'avais choisi, enfin, pour mon exemple, Oui, j'avais choisi le groupe, c'est moi qui n'étais pas dans la même énergie oui. et j'étais T'es complètement... décalé. Oui, Décalé, décalée. il y a un décalage, donc tu Oui, te sens pas connecté, et un profond sentiment de solitude. c'est ça. Et qui a rien à Seul voir, en contre fait, tous, ouais, seul avec le malgré lien, tous. Oui, oui. qui avait rien à voir avec Avec le les lien. autres. Ouais. Ça n'a rien à voir avec eux, ça a à voir avec toi qui te C'est sens ça. décalé. Mm, mm, Peut-être des fois tu peux être fatigué ou mm. ce jour-là, je sais pas quoi. Enfin, il y a un truc Ouais, c'est qui ça. colle pas et tu te sens seul en groupe. Ouais, Voilà. c'est ça. Alors qu'il y a une attente de normalement, si j'y vais, Mm. c'est que ça va être chouette. Oui, c'est ça. C'est Donc dur. le profond sentiment de déconnexion, hein, on appelle ça plutôt la connexion. La connexion ou la déconnexion. Je vous rappelle que notre plus grande aspiration à tous, en tant qu'humains, c'est d'être connecté. Mm. Connecté à l'ici et maintenant, à soi, mais relié, connecté, relié aux autres. Et aux autres êtres humains surtout, mais pas qu'aux êtres humains, aux objets de la nature, Mm. aux Mm. animaux, aux plantes, à tout ce qu'on veut. Enfin, bon, voilà. Et donc le fait de te sentir non connecté, déconnecté, c'est vraiment très 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 désagréable. Ça renvoie à une solitude sublime. Je voudrais rajouter que on peut avoir aussi cette sensation et de le vivre pas bien ponctuellement quand on est en groupe, mais on peut avoir aussi un peu l'habitude, quand on est en groupe, à un moment, pas forcément tout le temps qu'on partage avec un groupe, de se sentir un peu déconnecté, quoi. Mais de pas le vivre trop mal parce qu'on en a... Enfin, moi je parle pour moi là. En fait, j'ai un peu l'habitude de ça, de me sentir un peu différente, Décalé, ouais, de différente. choisir des groupes quand même, parce que j'arrive ici depuis peu et heureusement et en fait je le vis pas trop mal parce que quelque part j'en ai un peu l'habitude, je crois, en pensant à ce que disait Oui. cette personne. C'est possible. Après, comme c'est toujours notre... tout est subjectif, c'est notre manière de gérer, de relationner, par exemple ici, au décalage entre moi et les autres dans le groupe. Donc s'il y a une habitude du fait de probablement un état de figement un peu, tu vois, les personnes qui sont assez déconnectées en général vont se sentir facilement déconnectées, ou pas assez connectées, on va dire, que ce soit à deux ou en groupe, etc. Enfin, plus facilement en groupe qu'à deux, parce qu'elles vont se sentir plus en sécurité à deux quand le lien est solide qu'en groupe. Mais ceci dit, ce n'est pas très confortable de toute façon. C'est jamais très agréable parce que c'est un peu du freezing, un peu du gèlement, quoi. Notre plus grande aspiration, je rappelle, c'est la connexion. Ce qu'on appelle la connexion, c'est un lien authentique et profond. Oui, un lien authentique, hein, surtout. Ça, c'est ce qu'on appelle la connexion. C'est un lien intimiste, en fait. C'est pas un lien de surface, comme ça, qu'on en a rien à foutre. C'est vraiment l'impression d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Et on peut se dévoiler. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle, ce qu'on cherche, cette connexion intime, profonde, où on se sent accueilli par l'autre inconditionnellement. Ce qui n'est pas gagné, hein, voilà. C'est le challenge. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant là dans l'exercice que je vous ai donné à vivre, c'est de distinguer la solitude et le monde. C'est pas parce que je suis avec des autres ou avec un autre que forcément je me sens pas seule. Merci d'éteindre vos téléphones, on l'avait déjà dit. J'avais rien dit. Je vais jouer à la maîtresse d'école pas contente. Bon. Donc revenons à l'histoire du malaise de la solitude. Là, je vais développer un peu, à moins que vous vouliez dire quelque chose. Non, ça va, je peux développer les statistiques. Ouais. Parce que c'est un malaise quand même contemporain. Et donc, en France, par exemple, 24% des Français se déclarent se sentir régulièrement seuls, environ une personne sur 4. C'est quand même beaucoup, hein. 12% des Français sont en situation d'isolement relationnel. Ils ont très peu ou pas de contacts sociaux. Moi, je trouve ça énorme comme chiffre. Donc le sentiment de solitude est particulièrement marqué chez les 25-39 ans. Alors qu'on pouvait penser, avant on disait toujours que c'est les personnes âgées, tu te rappelles ? Et maintenant, il y a beaucoup les jeunes. Il y a un problème de santé mentale hein, quand même, hein, et les jeunes sont quand même beaucoup touchés. Alors on va voir pourquoi, mais c'est quand même 25-39 ans, c'est la population active en fait. Donc normalement ils sont censés être en famille, au boulot, avoir leurs amis, bref. Eh ben, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Après, on va trouver 44% des personnes qui sont au chômage qui ressentent de la solitude, mais ça, bon, ça me paraît un peu logique.
et 8 personnes sur 10 disent souffrir de cette situation de solitude. Comme je dis, solitude choisie, solitude subie. Et dans le monde, 1 personne sur 6 éprouve un sentiment de solitude. Là, on était sur la France, donc c'est énorme en fait. Hein. Et les ados et les jeunes adultes sont les plus touchés. 21% déclarent se sentir seuls. Et donc c'est pas très génial. C'est pas, voilà. Et les pays à faible revenu, évidemment, vous pouvez imaginer que la solitude subie, c'est encore plus forte. Hein. C'est encore 2 fois plus fréquent que dans les pays à revenus élevés. Donc les conséquences sur la santé, augmentation, risque accru d'anxiété et de dépression, davantage de maladies comme les maladies cardiovasculaires, les cancers, enfin les trucs vraiment graves, quoi. Et puis chez les plus de 50 ans, risque d'AVC jusqu'à 56% plus élevé lorsqu'elle est persistante, lorsque les gens se sentent vraiment seuls. Donc ils vont, forcément, à force de souffrir, à un moment donné, ça part dans la somatisation. Donc ils ont dit, un chiffre qui est frappant, quand même 871 000 décès par an dans le monde pour des problèmes de solitude associés à problématiques de sentiment de solitude. Donc 100 décès par heure. Bon, alors les chiffres, ils sont un peu vertigineux, hein. Mais quand même, je préfère distinguer quand même. Oui, parce que la solitude, c'est pas l'isolement. Hein. Donc l'isolement social, c'est vraiment j'ai peu de relations, j'ai peu de contacts et j'en souffre. Alors que le sentiment de solitude, comme c'est subjectif, je manque de liens, mais je suis pas mal avec ça. Il y a des personnes qui sont ermites dans leur personnalité. Moi, j'avais écrit un bouquin qui est très bien d'ailleurs, que vous pouvez, parce que c'est sur les profils de personnalité, ça s'appelle « Quel amoureux êtes-vous ?» Et donc j'avais décrit le profil que j'avais appelé le frileux de l'amour, qui est le profil donc déconnecté par excellence. Et justement, lui, il ne va pas souffrir de solitude parce qu'il aime sa solitude et qu'à la limite, il se ressource dans sa solitude. Alors, bon, après, il y a des traumas dans l'enfance, peu importe, mais en tout cas, le système de défense du frileux de l'amour, c'est faut surtout pas venir trop m'intruser, pas qu'il y ait trop de monde là, sinon je suis envahie quand il y a trop de monde, j'ai besoin de solitude et surtout venez pas sur mon territoire là, venez pas trop vite, trop près là, vous là-bas. Et voilà. Donc ça dépend, hein. Mais il y a quand même un gros pourcentage de personnes qui peuvent souffrir de solitude. J'ai beaucoup de mes patients quand même qui viennent avec ça, notamment des personnes qui rament dans la sphère amoureuse et qui espèrent toujours trouver la bonne personne parce qu'elles souffrent de solitude en fait. Et que là, on n'est pas dans une solitude choisie, on est vraiment dans une solitude subie. Voilà. Non mais c'est intéressant de voir ces chiffres, c'est quand même alarmant. C'est pour ça que moi, souvent, dans toutes les conférences ou dans les accompagnements que je fais en ligne, très souvent, j'aide des gens à déconstruire l'idée du mythe romantique, que ce n'est pas forcément la panacée, parce que ça n'aide pas. C'est-à-dire que quand les gens souffrent de solitude, la première idée qui leur vient, la première stratégie, sans réfléchir, sans se poser de questions, c'est « je vais partir dans le couple, il faut que je trouve un couple, il faut faire couple, who's next ?» Voilà, on va chercher. Alors après, toutes les méthodes sont bonnes, hein, site de rencontre, pas que, sortir, plaire, enfin tout ce qu'on veut, parce que je souffre de solitude. Donc la première idée qui vient, couple, et puis avec la comparaison, les autres sont en couple et pas moi. Donc moi je suis un pauvre ou une pauvre malheureuse, et donc je vais finir seule, on entend souvent la croyance je vais finir seule. Et ça n'a pas l'air génialissime, c'est-à-dire je vais finir seule, tragique, quoi. C'est vraiment seule, isolée. On n'entend pas les gens, je vais finir seule, super, je fais une petite danse de célébration, je vais finir seule, je triomphe, non, du tout. Donc c'est vraiment seule, ça a l'air pas chouette du tout, quoi. Hein. Donc j'entends souvent ça, avec malheureusement, comme je vous ai dit, en automatique, l'idée de partir en couple, comme si ça allait être la baguette magique. Sauf que non, c'est pas une baguette magique. Donc il va falloir apprendre à apprivoiser cette affaire de solitude. Et c'est pour ça que on appelle ça, dans notre jargon de psy, passer du mendiant à l'empereur ou à l'impératrice. C'est un joli terme, c'est poétique, mais ça veut dire ce que ça veut dire. La solitude de l'empereur, c'est la solitude choisie. La solitude du mendiant, c'est l'énergie de l'avidité qui va
chercher à capter l'attention et agripper le partenaire, ce qu'on appelait aussi l'attachement anxieux. Quand je trouve quelqu'un, ça y est, je veux. Sinon, je suis pas bien, je reviens à ma solitude et je supporte pas ma solitude, donc je vais m'agripper, quoi. Donc, c'est pas terrible. Voilà, donc, à quoi c'est dû ces histoires de solitude, de ce malaise contemporain, de toutes ces personnes qui souffrent de solitude et qui veulent partir dans le couple? Ça, c'est une grosse partie des gens qui me consultent. Eh bien, ça peut être lié à des changements de vie, par exemple un divorce, une rupture amoureuse, ça fait 20 ans que je suis avec la même personne, d'un coup c'est pas prévu, elle me quitte ou ça s'arrête. Et du coup, je me retrouve seule face à moi. J'ai pas ces repères-là. J'ai pas appris à apprivoiser la solitude. Donc, c'est un choc, quoi. C'est un chemin d'apprivoiser la solitude, de passer de solitude subie à choisie. Quand on n'a pas eu l'habitude, d'un coup, ça te tombe dessus. Tu te dis, mais je vais jamais y arriver, quoi. Je suis en panique, là. J'ai jamais eu des repères pour faire seule, mais que m'arrive-t-il? C'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Ça, c'est les premières appréhensions, anticipations négatives de la solitude subie. Donc ça peut être rupture amoureuse ou divorce, ça peut être déménagement, on change de ville, donc on n'a plus ses amis, on n'a plus ses repères, et on est déraciné, quoi. Et donc le temps de se refaire des liens, ça met en général au moins 1 an, quoi. Même si vous êtes volontaire, le temps de se recréer des liens de connexion un peu profonds, pas juste des liens comme ça, coucou c'est moi. Bon, c'est normal, il faut le temps de s'installer, de connaître des gens et de discuter un peu avec. La perte d'un proche aussi, un deuil, ça peut être aussi quelque chose qui déboussole la personne et qui fait que la personne va se sentir vraiment seule, puisqu'elle était tellement habituée à fusionner avec cette personne. Les relations dites symbiotiques, où on est en couple depuis je ne sais pas combien de temps et on fusionne. Je compte sur toi pour plein de choses, tu comptes sur moi pour plein de choses, je ne sais pas trop me débrouiller sans toi. D'un coup tu décèdes, j'ai vraiment peur de ne pas y arriver parce que je suis comme une petite fille, un petit garçon perdu dans l'univers, quoi. Voilà. Donc, ou alors chômage, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des facteurs aggravants de la solitude subie. Ou alors déjà, si vous êtes en anxiété, si vous avez beaucoup d'anxiété ou de la dépression, c'est sûr que vous allez avoir tendance sur ce terrain-là à vous sentir seul et à vous refermer sur vous, parce que c'est vrai que toutes les problématiques de santé mentale, quand on va pas bien, la première idée qui nous vient, c'est pas d'aller vers le monde, c'est de se rétracter, se contracter, rester à l'intérieur. C'est de la survie, ça. Et c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. Plus je suis en dépression ou plus j'ai de l'anxiété, plus j'ai besoin d'être soutenue et plus j'ai besoin de liens. C'est juste l'inverse qu'il faut faire. Sauf que le premier réflexe, c'est de se remettre à l'intérieur, dans sa coquille. Donc stress chronique, anxiété, dépression, maladie chronique, handicap ou douleur persistante, etc. Ça ne donne pas envie d'aller vers le monde, donc de demander de l'aide ou d'être en amicalité, etc. Et c'est exactement ce qu'il faut, c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. C'est là où on a besoin le plus de ressources, c'est-à-dire de ressources externes, qui sont l'amitié ou avoir des alliés ou se faire écouter par des psys ou ce que vous voulez. Mais c'est surtout pas s'enfermer dans sa bulle, parce que plus on s'isole et plus on s'isole, et plus on va mal et plus on va mal, plus on va bien, plus on va bien, plus on va mal, plus on va mal. C'est le machin qui se mord la queue. Donc c'est important de voir que l'énergie en général, quand on est ou malade ou qu'on est dans tout ce que j'ai décrit, c'est de se retirer à l'intérieur. Et franchement, prenez l'info comme vraiment importante et essentielle. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, se replier sur soi. C'est vraiment même dangereux, parce qu'à terme, si ça dure trop longtemps que vous vous repliez sur vous, vous perdez le contact à vos amis, vous avez vraiment l'impression que vous ne pouvez plus compter sur personne et que personne ne veut de vous, tout le monde vous rejette, ce qui n'est pas vrai. C'est parce que vous ne sollicitez pas le monde extérieur, votre réseau, etc. Et du coup, vous perdez encore plus le contact au monde et vous vous racontez l'histoire que personne vous aime, tout le monde vous rejette, que vous finirez seul, malheureux, en dépression, avec des crises d'angoisse et que tout le monde vous rejette, tout le monde vous oublie. Non. Donc c'est pas forcément vrai. Ça devient vrai si vous vous repliez sur vous. Donc c'est important ce que je vous dis, parce que c'est des problèmes de santé mentale. Et plus on va mal, plus on se replie. Ça, c'est vraiment un truc, tout le monde a ce réflexe. Encore plus les personnes qui ont eu des expériences d'impuissance et de solitude enfant et qui se sont senties rejetées par leurs parents quand elles avaient besoin d'eux.
D'accord? Si les parents n'étaient pas socle de sécurité pour ces enfants-là, ils se sont dit, de toute façon, il n'y a personne pour moi, je peux compter sur personne. Donc en grandissant, quand ils vont mal, ils continuent de se dire, de toute façon, il n'y a personne pour moi, je dois me débrouiller tout seul. Et donc ils vont encore plus se replier sur eux. Alors que ceux qui n'ont pas eu ça, enfants, bon, ils ont tissé des liens d'amitié, donc ils ont l'habitude d'entretenir leur réseau, quoi qu'il arrive. Et faire appel à son réseau d'amitié, surtout quand je vais pas bien, parce que quand je vais bien, tout le monde est content, on a la banane, on peut faire you-you, tout ça, on peut s'amuser ensemble. C'est chouette aussi, mais oser demander de l'aide à des amis quand on va pas bien, probablement pour se faire écouter, il n'y a pas besoin tellement, ils vont pas intervenir plus que ça, mais déjà sentir qu'on est en lien, en connexion avec quelqu'un, plutôt que d'être toujours tout seul et avoir un sentiment d'isolement, c'est une ressource, c'est pas rien. Ensuite, comme on l'a vu, on peut être entouré et se sentir seul. Donc, on peut se sentir en décalage, on peut se sentir incompris, on peut se sentir pas en confiance avec certaines personnes. Donc, ça ne veut pas dire que si vous vivez avec quelqu'un avec qui vous ne vous sentez pas en confiance, en sécurité, vous vous sentez seul en fait. Donc, vous ne racontez pas grand-chose de votre vie ou simplement la surface. En fait, vous partagez, vous faites genre vous partagez, mais vous ne partagez pas l'intime. Et donc, c'est triste en fait, parce que c'est ça qu'on cherche, c'est ça dont on a le plus envie et besoin. Donc je dis souvent à ces personnes-là, je dis, attendez, mieux vaut être seul que mal accompagné, que de vivre dans un couple qui ressemble à rien, quoi. Où vous y trouvez pas votre compte, il n'y a pas de valeur ajoutée en fait. Donc bon, oui, bah, c'est une présence à côté, bon, bah, c'est bien, il y a quelqu'un à côté, ça me rassure. Ouais, mais enfin bon, après tu te plains de ne pas avoir une connexion authentique, intime, tu ne peux pas raconter grand-chose, l'autre ne te comprend pas, tu ne te sens pas en sécurité. Tu peux rien confier, ben ouais, on peut te poser une question, hein, pourquoi tu restes dans une relation comme ça? Bon, voilà. Donc, mais c'est classique ça. Hein. Donc examinez pour vous, puisque je suis en train de parler ça, avec qui vous relationnez de manière adéquate pour vous, avec qui vous avez des liens de confidence, que ce soit en couple, en amitié, en famille, peu importe, avec qui vous vous sentez vraiment vous-même et accueilli pour qui vous êtes, non jugé, non critiqué, non méprisé, non rejeté, et avec qui ça se passe bien et que vous savez que vous pouvez téléphoner, voir ces personnes si besoin est. Ça, c'est important d'avoir une liste de quelques confidents, quelques personnes, pas besoin d'en avoir 160, mais d'avoir 3-4 personnes sur qui vous pouvez compter quand ça ne va pas. Et ce n'est pas toujours le conjoint, la compagne, le compagnon, ça peut être cette personne-là, mais ça peut être d'autres personnes. Et il vaut mieux avoir plusieurs ressources parce que quand vous mettez tout sur un panier, si le panier s'en va en fumant, je ne sais pas où, si le panier décroche, eh ben, vous faites comment? Les personnes qui sont en couple et rien qu'en couple et qui misent tout sur le cheval, elles sont embêtées quand le cheval disparaît. Donc, c'est pas une bonne idée. Alors, c'est le cercle vicieux, la solitude subie, hein, parce que plus on se sent seul et qu'on en souffre, moins on se sent confiant, moins on prend confiance en soi, plus on se dévalorise, on se dit qu'on est nul, qu'on ne vaut pas grand-chose puisqu'on ne nous aime pas. Plus on croit ça, plus on le vérifie. Donc on perd confiance en soi, on perd confiance en les autres et on perd confiance en la vie. Donc c'est pas terrible. On interprète souvent négativement les interactions. Et puis, on évite de plus en plus les contacts. C'est le machin qui se mord la queue, en fait, c'est un cercle vicieux. Plus on évite les contacts, plus on se dit « Ah oui, mais bon, les gens me rejettent, il n'y a personne ne veut de moi. » Ou de façon... Alors après, moi, dans mes patients, ils me disent oui, mais je suis dans un petit village, et puis tout le monde se connaît, et puis de toute façon, il n'y a pas de groupe intéressant, et puis de toute façon, il n'y a rien qui m'intéresse. » Mais c'est ce qu'ils me disent. Hein. Il n'y a pas d'activité qui m'intéresse. En fait, ça parle simplement... il y a aussi un problème sur la compétence. Je n'ai pas acquis de compétences pour explorer le monde, pour explorer des activités en groupe, par exemple, où je pourrais m'insérer et faire des choses qui m'intéressent et rencontrer des nouvelles personnes par là même. Donc après, elle se raconte, oui, mais je souffre de solitude, donc je cherche la bonne personne, que je ne trouve pas évidemment, mais il n'y a pas de compétences mises en place pour se faire des liens autrement. Comme je parle de liens de confidence ou de liens d'amitié pour partager des activités sportives ou je sais pas, théâtre ou conférences ou n'importe quoi. D'ailleurs, il y a plein de personnes ici qui viennent grâce à un site, je sais pas quoi là, Yep & Go, bon bref, donc il y a des sites pour l'amicalité. Juste on va à une conférence, ça m'intéresse et après
Si on veut boire un coup, on boit un coup. Si on veut échanger, on échange. Si on ne veut pas échanger, on n'échange pas. Mais il y a plein de propositions comme ça aujourd'hui. Et ça se développe de plus en plus. À savoir qu'il y a 5-6 ans, on ne parlait que des sites de rencontres parce que d'un coup, au niveau marketing, ils avaient explosé les sites de rencontres. Maintenant, tout le monde voulait se rencontrer sur des sites. Ça a un peu descendu, ces histoires de sites de rencontres. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Et par contre, ce qui explose, c'est les sites comme ça, là, les sites de rencontres amicales. Donc les gens qui proposent des sorties pour se rencontrer, de partage, des propositions de partage, donc c'est en amitié, c'est des activités, c'est de la culture, il y a de tout, il y a du sport, de la culture pour eux. Et du coup, les gens peuvent se rencontrer, mais il n'y a pas d'intention de se caser avec quelqu'un. J'y vais pour me caser. Non, j'y vais parce que j'ai envie de rencontrer des gens, de nouer des liens, de discuter, partager avec certaines personnes des activités que je n'ai pas l'idée de partager sinon. Donc j'explore. J'explore des choses que je ne connais pas ou que je connais que j'aime bien et que j'ai pas envie de faire tout seul. Et c'est chouette. Et après, c'est comme ça on commence à nouer. C'est des compétences de sociabilité en fait. Mais si on ne fait pas ça, on sait, il y a des gens, ils savent que ça existe, mais ils n'y vont pas, par exemple. Ah non, non, c'est pour les autres, moi j'y vais pas. Oh, c'est nul ces trucs, ces sites. Et puis moi ce que j'entends c'est, oui mais ces sites, comment on appelle ça, des sites de rencontres amicales, oui mais en fait ils sont tous en train de chasser, mais c'est déguisé, mais c'est pas forcément vrai. Hein. Tous ceux qui sont inscrits ne viennent pas forcément pour trouver un mec ou une nana. Hein. Ils y vont parce qu'ils ont envie simplement d'écouter ma conférence ou d'aller faire de la rando ou je sais pas quoi parce qu'ils aiment la rando ou ils aiment écouter des confs. Bon, voilà, il n'y a pas que des personnes qui chassent. Donc, on se raconte tout ce qu'on veut pour ne pas mettre en place les bonnes actions pour sortir d'une solitude souffrante. Et on y croit. Et plus on va mal, et plus on va mal. Donc, il faut faire attention aux histoires qu'on se raconte, je le dis souvent, parce qu'on les entérine, et de voir qu'il y a des personnes qui font autrement et qui s'en sortent mieux, qui sortent du cercle vicieux de je suis seul, personne ne m'aime, et il n'y a personne pour moi, je peux compter sur personne. Et depuis qu'ils sont petits, ils se disent ça. Et suite à par exemple un divorce, ou je sais pas quoi, un déménagement ou n'importe quoi, ils se la racontent toujours. Donc c'est pas une vérité absolue. Ça peut être temporaire de le vivre, mais plus vous êtes dans des liens sociaux qui vous nourrissent, et mieux vous allez. Parce que vous avez la maîtrise de voir ces personnes, de dire maintenant je décide de te voir, et quand c'est bon pour moi, je ne te vois plus, je rentre chez moi, je retourne à ma solitude choisie. Et donc je me ressource aussi dans ma solitude. Parce que la solitude, normalement, doit être vécue à la fois comme une ressource et à la fois comme quelque chose d'excessif, comme de l'isolement quand je suis trop dans la solitude. Il ne s'agit pas de faire seul tout le temps, on est des êtres sociaux et des êtres de lien. Mais il ne s'agit pas d'être toujours connecté aux autres, parce que si vous passez votre temps en lien avec les autres, vous êtes dépendant des autres. Donc vous ne savez pas faire seul, vous ne savez pas être seul. Et être seul, c'est quand même des moments de ressourcement. Donc ça, c'est pas la solitude subie, c'est pas de l'isolement, c'est de la solitude choisie. C'est un espace de ressourcement. Vous devez absolument, c'est pour ça que je le dis dans la caméra, trouver le chemin de passer du mendiant à l'empereur et justement de trouver ces espaces de ressourcement dans la solitude pour pas passer votre temps à fuir la solitude en mode je fais, où je veux plaire, où je m'active, je sais pas quoi, je cours dans tous les sens pour me distraire, pour fuir cette solitude qui n'est pas ressourçante. Vous devez arriver à un moment donné à expérimenter cette solitude ressource. Donc c'est un chemin. Mais encore faut-il être courageux pour avoir envie d'y aller. C'est une direction à prendre et il y en a qui n'ont pas envie de prendre la direction parce qu'ils ont trop peur de se retrouver seul et de manière tragique. Voilà. Mais ça se travaille. Hein. Moi, je donne des accompagnements sur le vide affectif. Il y en a une en septembre, par exemple. Chaque année, il y a beaucoup de monde qui vient. Pourquoi ? Parce que ça s'apprivoise, cette solitude. On passait de la solitude subie à la solitude choisie. Ben oui, c'est un chemin, mais ça se traite, en fait. C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas traiter. C'est tout à fait possible. Après, je vous donnerai les pistes. Bon, j'en ai parlé un peu comme des compétences à acquérir, mais... Et puis arrêter de se raconter des salades aussi sur de toute façon personne ne veut de moi, il n'y a rien dans mon village, il n'y a rien nulle part, je trouve rien, tout le monde est ensemble, ils sont tous en famille, ils sont tous en couple, tout le monde va bien sauf moi. Comment te dire ? Peut-être pas non plus. Bon. Donc il faut faire très attention à ce qu'on se raconte.
Si je peux me permettre. Oui, vas-y, Isabelle. Et merci de parler en même temps. Alors j'entends que c'est plus ou moins effectivement n'importe quoi de penser ça. Il n'empêche qu'il n'y a rien de plus vrai pour ces personnes-là. Ah oui, bah, bien sûr, c'est pour ça que j'en Et parle. il n'y a rien de plus difficile que de se mettre, entre guillemets, un coup de pied au cul, quoi. Alors, Avec c'est tous pas les le- travers qu'il y a quand on va pas bien, d'aller voir des psychologues qui vous mettent sous traitement. Donc Bah des oui. camisoles qui vous... Enfin, Oui, mais je veux dire, ça, des fois. c'est accepter sa différence et donc se retrouver tout le temps seul en groupe enfin, Décalé. c'est douloureux. C'est extrêmement douloureux, merci de le dire. C'est pas quelque chose... Facile. Oui. Évidemment, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de monde dans ces formations sur le vide affectif, parce que c'est des sentiments d'impuissance très, très puissantes. Et ces compétences dont je parle, qui sont des compétences à aller vers le monde, trouver de la ressource vers le monde extérieur, c'est-à-dire oser, initier, aller faire toc-toc, trouver des nouveaux amis ou appeler les anciens amis, c'est des choses qui, ces personnes-là, plus elles vont mal, n'oublie pas, on a parlé du cercle vicieux, moins elles ont accès à ça. Et peut-être qu'elles n'ont pas suffisamment entretenu leur réseau amicaux aussi avant. Par exemple, si tu mets tout en fusion, tu es en couple, tu t'es appauvri, c'est un exemple classique, hein, de tes amis, bah forcément tu te retrouves, bah, t'en as pas. T'en as pas parce que tu les as pas, t'as pas entretenu ou cultivé l'amitié, donc tu es un peu embêté. Donc effectivement, il y a une réelle souffrance. La preuve, les cabinets de psy, on a parlé de santé mentale, tu as vu les chiffres, c'est alarmant. Et jeunes, beaucoup de jeunes aussi. Hein. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils sont beaucoup dans le virtuel, etc. Donc il y a l'impression d'être connectés, mais ils ne sont pas toujours connectés dans le réel. Ah, il y a aussi un sérieux manque de vocabulaire. C'est-à-dire quand on sait pas, quand on n'a pas les mots pour exprimer sa détresse, on va encore plus mal. Oui, aussi. Et l'idée de ne pas faire appel. Je n'ai pas le droit de demander de l'aide. Tu vois, je ne sais pas demander de l'aide. Je crois que je dois continuer de faire seule. Il y a ça, cette problématique qui est en amont. Avant de mettre des mots, c'est je ne compte que sur moi. On ne va pas, j'anticipe qu'on ne va pas pouvoir m'aider, que personne va me comprendre et que personne va m'aider. Ça, c'est aussi des problématiques que j'ai dit, que quand dans l'enfance, tu n'avais pas les parents qui venaient de manière sécurisante pour te consoler, te dire qu'ils étaient là quand tu étais mal, très très mal, alors tu as appris que tu dois compter que sur toi. Donc, si tu veux, en automatique, tu n'as pas l'idée, tu anticipes qu'il y aura de toute façon, laisse tomber, c'est pas la peine que je demande du soutien, il n'y a personne. Ça ne sert à rien. Donc il y a quelque chose comme ça qui s'est programmé, engrainé. Et souvent, quand on travaille avec des personnes, quand on a dans les cabinets de psy, on voit ça, si tu veux. Je veux pas jeter une stat comme ça que je connais pas, mais je pense que si, enfin, le mythe du parent qui accueille son enfant tout le temps en permanence et qui, on est d'accord. Donc on est tous formatés en fait à se démerder tout seul. Bien sûr, plus ou moins. Et du coup à avoir toujours des tensions à aller voir l'autre pour demander. Enfin, je veux dire. Plus ou moins parce que tu as eu par exemple dans des exemples de familles même maltraitantes. Non mais c'est intéressant. Même dans des familles dysfonctionnelles, tu as des enfants, et c'est les phénomènes de résilience, qui à l'école par exemple se sont fait des amis ou des adultes amis, enfin sur qui ils ont pu compter, qui n'y avait pas que les parents quand même, tu vois. Donc des fois tu vas trouver des ressources dans tes groupes, les groupes d'amis, et puis pareil après dans les groupes d'activités, le foot, le machin, je sais pas quoi. Tu as des tuteurs de résilience aussi, donc on peut trouver de la ressource, du lien, pas que dans la famille. Et donc ces personnes-là qui grandissent avec de la résilience et d'autres manières de tisser des liens vont être beaucoup moins sujettes à ces contenus cognitifs qui sont « oui, mais je peux compter sur personne, la preuve, la preuve, la preuve ». Tu vois, parce qu'elles ont déjà résolu ce problème en disant « oui, mes parents, ils étaient maltraitants, je ne sais pas quoi, enfin pas connectés ou déconnectés ou négligents ». Mais je savais qu'avec mes amis, je pouvais discuter avec un tel et un tel, ou il y avait un prof qui passait par là, qui était vraiment là pour moi, ou un prof de foot, ou je ne sais pas quoi. Tu vois, donc c'est important parce que l'environnement, il n'y a pas que les parents, il n'y a pas que la famille. Donc voilà. Et des fois, effectivement, parfois, il y avait la famille, et c'est les enfants petits comme ça qui avaient une famille dysfonctionnelle, ça peut arriver qu'ils ne savent pas se mettre en lien, ou ils ont du mal à tisser des liens, y compris avec leurs amis à l'école, y compris avec... tu vois, ils sont déconnectés déjà, et ils ont du mal à tisser des liens en général.
Donc forcément, ça va être plus difficile pour eux. À l'âge adulte, ils vont se retrouver, oui, mais je peux compter sur personne, puisqu'ils avaient déjà du mal à être en lien et qu'ils se sentaient rejetés ou exclus. Aussi dans les groupes écoles, institutions, foot, machin, enfin toutes les activités. Donc ça, c'est plus difficile pour certains. Et c'est pour ça qu'en thérapie, on traite ça. C'est-à-dire qu'on les aide, d'où l'intérêt de travailler là-dessus à l'âge adulte. De ne pas rester avec ça toute sa vie en disant je n'ai pas, j'ai pas pu compter sur d'autres personnes, sur d'autres adultes quand j'étais enfant. Pour autant, je peux apprendre à mettre des compétences, pour apprivoiser la solitude subie en solitude choisie. Ben, c'est un chemin, c'est pas en 2 minutes, c'est pas la baguette magique. Et apprendre aussi à tisser des liens avec des personnes qui vont être bienveillantes, empathiques et qui ne vont pas me juger et avec qui je pourrais être en réciprocité dans quelque chose qu'on a parlé d'authentique et d'intime. Et ça, c'est une compétence ça s'apprend, c'est un savoir-faire. Alors ça ne se fait pas en 2 minutes, je ne suis pas en train de dire que j'ai la baguette magique, mais c'est possible. C'est envisageable. Déjà, c'est important parce que sinon, l'anticipation de ces personnes-là, ce n'est pas envisageable. De toute façon, laisse tomber, il y a eu personne, il y aura personne. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important de reformater, déjà d'envisager qu'il y a des options. En thérapie, c'est ça, on ramène du moi adulte et on dit, ok, cesse de voir avec tes lunettes d'enfant, on rajoute des options. Il faut déjà envisager que c'est possible, parce que si tu envisages que c'est pas possible, c'est mort, quoi. C'est fini, c'est pas pour moi. Alors tu peux lui redonner le micro. Désolé. Vas-y. Donc finalement, le curseur qui permet de dire ok, je suis bien avec ma solitude choisie par rapport à une solitude subie, Ouais. c'est la désillusion c'est comment je vais supporter finalement la désillusion du groupe. C'est-à-dire que je me sens très bien, du groupe ou du couple, peu importe, ça dépend comment on se situe. Je prends par exemple l'hypocrisie au travail, Oui. par exemple. Comment est-ce que en fait, ouais, là c'est une autre question finalement. Oui, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans une solitude heureuse? Oui. C'est quoi le curseur? Quand on prend une claque dans la tronche, comment est-ce qu'on la vit? Quand on est solitaire heureux, est-ce que c'est quelque chose qui passe en fait rapidement, ou est-ce que c'est quelque chose est-ce que la cicatrice reste, ou est-ce que finalement ça glisse? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, il y a plusieurs trucs dans ta question. Quand tu vis des événements difficiles, là tu parles d'une interaction dans un groupe social au travail, ou c'est, bon par exemple, mais ça peut être dans un autre groupe, bon peu importe. Comme j'ai dit, on aime bien partager la joie et l'agréable et le désagréable. On est des êtres de lien, on a besoin de partager nos émotions, nos vécus. Donc c'est quand même plus chouette quand tu as des confidents sur Terre pour pouvoir t'épancher, te sentir écouté, entendu et compris. C'est pour ça que je parlais de l'importance de la liste des confidents. Je n'ai pas dit d'en avoir 150, j'ai dit d'en avoir 3, 4 ou 2, 3, ils ne sont pas toujours dispo. Mais c'est important quand même. Donc ça c'est pour te relier. Quand tu vas bien, on a besoin de partager notre joie, ça fait partie, nos trucs. Et quand on ne va pas bien, on a besoin de partager nos peines. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on dit on est des êtres de lien. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de conseils ou je sais pas quoi. On a peut-être juste besoin d'être entendu, écouté, voilà. Ceci dit, on n'est toujours pas dans cette histoire de solitude, parce que c'est pas la solitude choisie. Alors, merci de le dire, je me permets de le définir, pas donner la définition. Je pensais que vous l'aviez vécu dans le scénario 1. C'est vraiment un espace intérieur qui n'est pas vide. C'est pas un truc de panique, c'est pas un truc où vous êtes là affolé, c'est pas où vous dites oh là là j'ai un creux, est-ce que je peux aller manger un truc dans le frigo. C'est pas désagréable, c'est au contraire plein. C'est un moment de plénitude calme, c'est quiet. Vous êtes sécure, vous êtes rempli, vous êtes tranquille, comment dire. C'est des moments comme ça. Alors évidemment, c'est pas quand tu te sors d'une journée galère au boulot, machin, tu peux alors, plus vous vous connectez à ces espaces-là, parce qu'ils demandent à être apprivoisés, vécu, répété, pour retrouver ces espaces intérieurs de connexion à vous-même. Plus tu les connectes et plus tu les reconnectes facilement, moins tu les connectes et moins c'est vécu, moins c'est expérimenté, moins tu y retournes. Donc, à la sortie d'une journée de travail hard, par exemple,
ou une journée fatigante ou active, une journée où vous avez été activé par des événements externes, etc. C'est sûr que c'est pas mal de pouvoir vous épancher, de trouver quelqu'un à qui partager. Maintenant, il n'y a pas toujours quelqu'un, un copain, une copine, un mec en couple, une nana, enfin bon, il n'y a pas toujours quelqu'un qui est dispo. Surtout que là, vous allez déverser votre tasse de café pleine. Et il n'y a pas toujours quelqu'un qui est dispo à ce moment-là. Vous faites la poubelle, quoi. Hein. Bon. Ça peut être pas mal, parce que c'est une décharge, on va dire. Hein. Quand vous êtes écouté par quelqu'un, c'est une décharge, vous faites poubelle. Hein. Mais ça vous fait du bien. L'autre qui vous aime bien, il est d'accord de vous écouter. Bon, ok, très bien. Et puis c'est la ressource de la connexion. Mais parfois, quand il n'y a personne, ça peut être pas mal d'apprendre justement à trouver ces espaces intérieurs où vous savez que vous allez vous retrouver avec vous. Et que c'est pas négatif, parce que c'est vécu comme des espaces de ressourcement. Et c'est pas de l'isolement, c'est pas je vis seule, j'ai personne à qui raconter ma life, il m'est arrivé des trucs horribles, voilà, c'est pas ça non plus. Mais quand il n'y a pas quelqu'un de disponible, un de tes confidents qui est là, eh ben, parce que tu peux être fort déçu. Ce que je voulais dire, c'est que c'est encore pire. Imagine, tu vis en couple, ça c'est vraiment pire, comme elle a dit, ou dans des groupes, où que tu t'attends à ce que ton compagnon t'accompagne, t'écoute alors que tu as vécu un truc horrible, une scène abominable, et que tu dis, bah, puisque j'ai un compagnon, une compagne, bah, elle est là aussi pour me soutenir en cas de difficulté. C'est pas quand tout va bien, mais c'est quand tout va mal que tu sais tes amis dans le bien, hein, d'accord? Et donc tu t'attends à ça. Donc tu peux être encore plus fort déçu si tu vis un truc horrible et que tu peux pas raconter parce que tu n'es pas en sécurité, ou tu s'en fous, ou il t'écoute pas, ou il te juge, ou il te méprise, ou tu dis j'en ai rien à foutre de tes trucs, ça fait tu te plains tout le temps, arrête de te plaindre, dès que tu retournes du boulot, t'arrêtes pas de me raconter ta vie, j'en ai rien à foutre, ça me saoule. Bon voilà, donc ça arrive, hein. Je dis, j'ai un exemple comme ça cette semaine. L'autre, il disait, passe ton temps, tu dis que je t'écoute pas, mais à chaque fois que tu arrives toute la journée, t'arrêtes pas de te plaindre de tes problèmes au travail. Genre, arrête de te plaindre, tu me saoules. Bon. Elle était là, bon. Bon, bref, donc ça arrive. Donc tu peux être encore plus déçu, tu peux te sentir encore plus seul, alors que tu as un compagnon, une compagnon, et tu te dis, mais normalement, il est là pour me soutenir. Donc c'est pire que des fois que les célibataires qui vivent seuls et qui n'ont personne chez eux. Parce que si tu es seul chez toi, tu t'attends pas à ce que l'autre ne t'écoute pas ou ne soit pas là pour toi. Tu vois, tu te dis, c'est normal, il n'y a personne. Je suis pas en lien, donc je vais me débrouiller tout seul, toi. Tu prends ton bouquin, tu te fais, je sais pas, un film, une série, n'importe quoi, ou tu te fais un bon petit plat, ou tu te fais une sieste, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Mais tu t'attends pas à quelque chose de décevant. Tu ne prends pas le risque du rejet, ou tu ne prends pas le risque d'être méprisé ou jugé. Oui, vas-y, passe le micro, Isabelle. Oui, il y a un compagnon ou une compagne qu'on peut avoir très facilement, c'est un stylo et un bloc. Écrire, ça peut, quand on vit seul, ça peut être un plaisir, enfin ça peut devenir un plaisir, ça peut être un déversoir, ça peut être, si on n'a pas le copain ou la copine disponible à un certain moment où on a besoin de s'épancher. L'écriture, moi je sais qu'il y a très longtemps, une amie ma maîtresse de cours préparatoire avec qui j'étais devenue amie, m'avait parlé de ça et je trouve que c'est super bon. Un stylo oui, et un bloc. là tu es dans les pistes, hein. Je voulais y aller un peu plus tard, mais Ouais. c'est pas grave. Hein. C'est bien, de toute façon c'est comme ça, c'est des interactions sauvages, c'est très bien. Donc oui, il n'y a pas toujours quelqu'un, et même dans tes amis, imagine tu rentres du boulot, tu n'es pas en couple, et puis tu te dis tiens je vais téléphoner à mon amie, je sais qu'elle m'écoute, je dis oui il m'écoute, et puis là il t'écoute pas ce jour-là, il n'a pas le temps, je sais pas quoi, bref ça arrive aussi. Donc tu te retrouves seul avec ton truc. Tu te dis et donc oui effectivement après il faut trouver des outils, des pistes, des manières de pouvoir apprivoiser cette solitude. Et comme l'astuce de l'écriture, par exemple, ou d'écouter ou de faire de la musique. Voilà. Bon, chacun va trouver, on va le développer dans les pistes, mais il y a des manières, effectivement, de ne pas toujours compter sur les autres. C'est chouette d'avoir des confidents, c'est chouette d'avoir des personnes qui nous soutiennent en général, mais parfois, il n'y a pas quelqu'un au rendez-vous. Et là, ça ne veut pas dire que je vais m'enfermer là-dedans, je vais faire des appels au secours en disant, tiens, voilà, je vais vraiment pas bien. J'avais dit à ma copine, j'avais une copine comme ça dans mon entourage, qui a tendance à pas demander d'aide parce que voilà, elle a vécu des trucs horribles petite et donc elle se dit je dois me débrouiller toute seule, il n'y a jamais personne. Et je dis écoute, tu me fais un appel au secours quand tu vas pas bien, au lieu de t'enfermer et de t'isoler, tu sais que c'est ton truc,
tu as tendance vraiment à t'isoler. Plus tu vas mal, plus tu t'enfermes sur toi. Je dis, c'est pas une bonne idée. Donc, au lieu de croire qu'il n'y a personne pour toi, tu me mets un petit mot, un petit SMS, help, et si je te réponds pas à la seconde, je suis pas toujours dispo, je te réponds dès que je peux, d'accord? Et donc, ça marche bien, ça. Hein, vous voyez, il n'y a pas toujours quelqu'un, mais tu sais que l'autre te répondra à un moment donné. Si c'est vraiment un ami, vous savez qu'il peut être dispo. Et en attendant, tu peux y faire de l'écriture, tu peux faire de la musique, tu peux faire, je sais pas, d'autres choses. D'autres trucs qui marchent. Aller marcher, t'occuper de tes animaux si tu as des animaux, enfin bon, faire des trucs. Vous allez trouver des ressources, qu'on appelle trouver des ressources qui vous correspondent et qui vous permettent de pouvoir traverser des moments de solitude après avoir vécu des trucs atroces. Et sinon, vous pouvez consulter aussi des psys, voilà. Ça existe aussi. On est rempli, on a beaucoup de monde, mais c'est vrai que la solitude, rappelez-vous que ça concerne beaucoup les jeunes aussi, hein, les problèmes de solitude. C'est pas que ceux qui vont pas bien, c'est quand même une nouvelle norme. C'est un fait qui devient si répandu que ça devient presque une norme silencieuse, comme si c'était normal de souffrir de solitude malgré toutes ces apparences de surconnexion. On est archi connecté, on n'a jamais été autant connecté qu'à notre époque en fait. Un truc de dingue. Et c'est intérieurement, les gens se sentent vraiment. J'ai une question. Ouais. Quand on va mal, justement, suite, je sais pas, faire un trauma, des fois, moi je trouve que c'est aussi important de se connecter à notre solitude parce que ça nous permet de nous remettre en question et de pouvoir un peu, transformer à la leçon de vie au bout d'un moment et de progresser finalement. De toujours aller voir les autres et de compter sur eux finalement. Est-ce qu'on se fuit pas soi-même et du coup ça nous empêche d'avoir l'opportunité de grandir? Quand on a toujours quelqu'un sur qui on peut compter? Ouais, si on va toujours fuir et chercher à chaque fois... De l'aide extérieure, des de l'aide ressources extérieure, extérieures. ouais. C'est toujours l'équilibre, tu vois. Si tu fuis ta solitude pour te distraire, pour trouver, c'est de la dépendance aux autres. Ouais. Je ne peux pas faire seule en fait. Donc je suis toujours en lien. Et en même temps, on a besoin d'être soutenu par les autres. Oui, un peu en fait. Ouais. Un peu beaucoup même. On est des tout petits humains très fragilous et on est très dépendants les uns des autres en réalité. On ne peut pas faire seul. Tout seul, non, mais... C'est ni trop ni trop peu. La réponse est toujours ni trop ni trop peu. Ouais, c'est toujours c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est ni trop ni trop peu. Ni je suis dépendant, ni je peux faire seul quand il n'y a pas tout le temps quelqu'un à la seconde. Et je peux faire avec, je sais demander de l'aide, je peux faire avec les autres, je ne m'isole pas non plus. Oui, parce qu'une discussion peut permettre d'avoir un déclic et de mieux se comprendre, etc. Mais après, aller tout le temps vers l'extérieur, se plaindre tout le temps et ruminer, puis ça fatigue les autres, quoi. Enfin, au bout d'un moment, mais c'est pas ça, c'est que tu deviens dépendant. Alors, ça peut saouler tes amis, surtout si tu leur racontes toujours la même chose. Bon, moi, je suis sur la relation amoureuse, Dieu sait si... Il y en a qui saoulent leurs potes avec leurs mêmes histoires de l'ex avec qui je suis repartie, je suis revenue, je suis repartie et je suis revenue. Ça fait 107 fois que je fais l'aller-retour. Et les amis qui disent bon, c'est bon, maintenant arrête avec cette personne, je veux plus en entendre parler, ou t'arrêtes, ou sinon t'arrêtes de me parler. J'en peux plus. Donc, bon, ça devient effectivement. Mais ça règle pas le problème en plus. Ouais, ouais. Tu te branches à une prise et tu te. Ça aussi, il faut savoir, mais je l'ai déjà dit plein de fois dans les conférences, et des fois quand tu racontes ta life et que tu tournes en boucle sur la même histoire, tu mets de l'énergie dedans en fait, ouais. Au lieu de mettre de l'énergie ailleurs. C'est-à-dire que tu profites pas du lien, tu es au resto, tu n'arrêtes pas de parler de ta life qui va pas avec de ton mec ou de ta nana. T'es pas en train de profiter de ce qui se passe là. T'es pas dans ton repas là, t'es pas dans le mindfulness, tu vois, t'es en train de te prendre la tête avec ton ex machin qui est là, qui est pas là, qui est là, qui est pas là. Tu mets ton énergie dedans, c'est là notre énergie que ça se déploie. Donc ça c'est intéressant. Donc effectivement, tu as raison de dire ça doit être nuancé. Et je fais avec les autres, et je sais demander de l'aide aux autres, et je sais être en lien avec les autres. Je fais pas seule. Je suis pas seule au monde, je suis un être dépendant quand même, et je suis vulnérable. Oui. On est des tout petits machins, on n'est rien. Hein, donc, on est ne peut pas faire seul. Et en même temps, je ne suis pas dépendant des autres parce que, je les saoule, je risque de les saouler à terme. Et en plus, c'est pas bon d'être dépendant des autres. Ça veut dire que tu ne sais pas faire seul. C'est ça. Et il n'y a pas tout le temps quelqu'un, comme je l'ai dit, là, qui avait toc toc, je suis là, coucou, je suis là. Oui, des fois, les gens ne sont pas dispo.
Et encore plus quand c'est le compagnon ou le compagnon qui est censé vous accompagner, vous soutenir. Et alors là, s'il n'est pas au rendez-vous au moment où vous n'allez pas bien, où vous êtes malade, ou je ne sais pas quoi, où vous sentez, vous avez vécu un truc pourri au travail, ou je ne sais pas quoi, et c'est encore plus décevant. C'est là où on se sent encore plus seul, à deux, c'est là où on souffre vraiment de solitude. C'est quand c'est complètement déconnecté, quoi. Tu vois, tu te dis, c'est décalé, quoi. Tu te dis, mais attends, il y a un problème entre mon attente, ma représentation de comment ça devrait être cette connexion entre toi et moi, et ce qui se passe dans les faits. Et on ne peut pas toujours en vouloir à l'autre, hein, si c'est le compagnon ou la compagne. Les personnes sont limitées. C'est pour ça que je redis, quand vous mettez tout dans un panier, et il doit être le confident, il doit être mon meilleur ami, il doit être mon meilleur amant, et il doit être mon meilleur cuisinier, mon meilleur jardinier, bricoleur, il doit être attentionné, il doit me faire des câlins, il doit... Non, tu t'en sors plus, la liste elle est comme ça. Et les déceptions elles sont comme ça. Parce qu'il y a 3 tonnes d'attente. Donc forcément, 1 sur tous sur 1 égale la tête à Toto. Donc vous avez compris qu'il vaut mieux avoir plus de ressources. Hein, il est d'accord ou il n'est pas d'accord? Il est d'accord. Ah bon. Donc, oui, ça, je le dis très souvent pour de... Il y a quelqu'un que j'aime bien, qui est une psychologue américaine qui est extrêmement connue, qui s'appelle Esther Perel, qui est française mais qui travaille aux États-Unis, et qui était belge d'ailleurs, et qui est très connue et qui traite beaucoup de ce sujet-là, en mettant en lumière de manière sociétale comment, parce qu'elle s'est baladée partout à l'international, et elle a vraiment constaté que les personnes en couple ont des attentes de dingue en fait. Il y a trop d'attentes sur une personne. Avant, on vivait en village, on vivait en tribu, on vivait en communauté, en famille, en tout ce qu'on veut, mais on ne vivait pas comme ça, en mode individualiste. Donc forcément, ça met tellement d'attentes sur le couple. Et c'est là où ça bug, en fait. Il y a tellement d'attentes, donc il y a énormément de déceptions. Plus tu as d'attentes, plus tu as de déceptions. C'est le classique du genre. Hein. Donc voilà. Moi, j'ai une question aussi. Je ne sais pas si, peut-être que ça s'éloigne un peu du sujet, mais je trouve que ce qui est difficile aussi, même quand on est dans une solitude plus choisie que subie, c'est de subir les injonctions. Moi, j'ai des personnes dans mon entourage qui sont bienveillantes, il n'y a pas de souci, mais je peux avoir des remarques du style, en particulier sur la vie de couple, par exemple. Oh mais t'inquiète pas, tu vas trouver ta moitié. Oh mais t'inquiète pas, ça va arriver. Enfin voilà, des choses comme ça, hein, c'est des exemples. Et en fait, moi ça m'apporte rien ce type de discussion. Ça fait pas forcément écho pour moi et ça met une pression qui pour moi devrait pas exister en fait. C'est sûr, oui. Tu ne peux pas les empêcher. C'est ça. Ce qu'ils te veulent soi-disant du bien. C'est ça. Donc, après, mais je pense des fois c'est leur point de vue est respectable de leur fenêtre. C'est ça. C'est pas mal intentionné, c'est parce qu'ils s'inquiètent pour toi, parce que leur point de vue, c'est que si tu trouves pas et que tu ne te casses pas en couple, alors ma pauvre, tu vas finir seule et donc dramatique. C'est ça. Entourée de chats. Moi j'ai 3 chats, tout va bien. C'était pas prévu. J'avais pas prévu d'avoir plein de chats. Mais d'un coup, je me suis retrouvée avec 3 chats. Bon. Et tout va très bien. Et je trouve que ça... oui, mais c'est toujours vu comme de manière tragique, dramatique. Quoi. C'est ça. Et je trouve que ça demande un peu d'endurance, des fois. Oui, mais le c'est pour ton bien. Tu vois, là. Donc c'est important de les recadrer, parce que c'est une pression sociale aussi, et familiale ici, qui est pour ton bien, tu devrais te caser, parce que sinon, ma pauvre fille, t'es mal barrée. Bon, on ne sait pas ce qui t'attend. Attention, sois vigilante. Et donc, fort à parier d'ailleurs si c'est ta mère ou ton père qui t'a sorti ça. Non, c'est ma cousine. Ta cousine. Mes parents le pensent aussi, mais c'est... Parce que souvent, ces personnes qui disent ça, elles ont tendance elles-mêmes à être dépendantes. C'est-à-dire à pas faire seule en fait. Elles s'imaginent même pas être seules. Pour elles, c'est dramatique en fait, tu vois. Donc il faut se caser. Donc elles ont des tendances à la dépendance, en réalité, avec beaucoup d'attentes sur le couple. Et une représentation comme quoi le couple est vecteur de bonheur, ou de stabilité, ou de je sais pas quoi, ou de sécurité. Donc elle te balance sa vision, tu vois, sa représentation, comme si c'était la vérité. Mais c'est plutôt une projection de la dépendance. C'est que ça va favoriser le terrain à la dépendance. Si vous avez une mère ou un père
qui étaient dans ce type de projection, hein, de représentation, ben c'est des manières de vous retrouver dépendant plus tard, dépendant affectif. Disant, attention, si tu es seule, ma fille, quand tu seras grande, mon Dieu, alors là, surtout, c'est dangereux. Et en plus, tu n'auras pas d'enfant, alors là tu as tout raté, là, gros échec de ta vie. Parce que c'est associé à l'échec, si tu veux. Soit tu réussis ta vie, soit tu rates ta vie. C'est très binaire. De la société, c'est une norme sociale, hein, réussir, rater. Alors tu réussis si tu fais couple, et encore plus, tu rates encore plus si tu fais pas couple, et alors en plus tu n'as pas d'enfant. Alors là, la pauvre fille, t'es vraiment, là, tu as 10 points en moins. Là, vraiment, ma pauvre, t'es mal barrée. Donc tu as intérêt à te caser. Alors c'est l'heure, là. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Donc oui, il y a une pression classique. Tu peux l'avoir par tes amis, tu peux l'avoir par ta famille. Mais c'est des personnes qui n'ont pas du tout cette représentation, comme quoi la solitude peut exister de manière choisie. Et ça ne veut pas dire faire seul. Je rappelle, c'est pas s'isoler. Il y a des compétences, ça se développe ces compétences. Pour ceux qui n'aiment pas être des ermites, hein, que je ne parle pas des ermites qui sont bien seuls et qui vivent dans la nature. Il y a des explorateurs de la nature, tout ça, ils n'ont même pas envie d'être en lien. Ça ne les intéresse même pas. Donc, c'est un choix. Donc c'est une solitude choisie, c'est pas une solitude subie. Maintenant, on peut être, célibataire et pas avoir forcément envie de se mettre en couple. Mais pour autant, les célibataires, s'il y a eu des enquêtes qui ont été menées, ils ont beaucoup plus ces compétences-là, parce que comme ils sont célibataires, donc solo, ils ont plus à devoir acquérir et à entretenir et cultiver leurs réseaux sociaux, leurs liens d'amitié ou leur groupe de pairs, parce qu'ils ont moins le choix. Donc ils apprennent à le faire, en fait, de fait. Alors que ceux qui sont en couple depuis très très longtemps, ils ont tendance à moins cultiver ces amitiés, leurs liens perso, et du coup, ou leur temps d'activité perso, parce qu'ils font plein de trucs en couple sans s'en rendre compte, ils s'appauvrissent, et du coup, une fois qu'il y a le divorce qui apparaît, là, un couple sur deux qui divorce, ben, ils sont là, je ne sais pas faire. J'ai perdu tous mes amis, j'ai pas les compétences pour me trouver des nouvelles relations, je ne sais pas faire, je n'ai pas l'idée de comment je pourrais faire. J'ai même pas l'idée, ça ne me vient même pas à l'esprit. Donc c'est tout un apprentissage. Et c'est vrai que la force des célibataires aujourd'hui, hein, parce qu'il y a des enquêtes là-dessus, c'est qu'ils se sont tenus d'entretenir des réseaux, finalement, d'amitié, comme un peu dans des époques où il y avait les villages, il n'y avait pas les déplacements en train, en avion, en machin, en voiture. Donc on était obligé de rester avec le petit village, là, la communauté, et on était plus soudés les uns avec les autres, finalement, on papotait avec le voisin d'à côté. Et oui, avec les avantages et les inconvénients, mais c'était différent. Et là, maintenant, c'est vrai que les gens souffrent plus de solitude, due aussi à cette vie très individualiste et à ces réseaux sociaux où on est beaucoup dans le virtuel. Mais le virtuel ne remplace pas la relation de visu. C'est pas du tout la même chose. Il va manquer pas mal de signaux dans la relation virtuelle. On n'a pas le toucher, on n'a pas le regard, on n'a pas la présence. C'est complètement différent. Hein. Tout le langage non verbal, il n'y est pas. Pour autant, je ne suis pas en train de taper du sucre sur le virtuel, parce que c'est aussi des manières, c'est des outils qui sont intéressants aussi, c'est aussi des façons d'être dans des nouveaux liens, de rencontrer des personnes par des groupes Facebook, où vous dites tiens, il y a Véronique qui donne une conférence, je l'ai appris sur le groupe Facebook, voilà. Donc c'est aussi des informations qu'on peut avoir, c'est des outils, donc ça peut aussi donner naissance à des relations qui vont s'approfondir avec le temps. D'accord ? Oui, vas-y. Oui, donc moi je voulais juste intervenir là-dessus. Bon, je suis venue en couple pour communication en couple, mais ça reste toujours intéressant. Donc moi en fait, bon, je suis en couple, mais par exemple, à un moment donné de ma vie, je sais pas si je l'exprime bien, je me suis trouvée en difficulté parce que j'étais aidante de ma maman qui était gravement malade pendant 1 an. Ouais. Et j'étais jeune maman, pareil, donc avec un enfant qui était un petit peu malade et avec un nouveau boulot. Donc je me suis trouvée dans une situation où en fait, je me suis sentie vraiment débordée et seule. Du coup, je me suis dit, mais comment je peux faire pour sortir, on va dire, de cette situation que je ne maîtrise plus, qu'elle me tombait dessus. Et du coup, j'étais salariée à l'époque avec un nouveau boulot. Donc, je me suis dit, tiens, si je peux retrouver tous les gens que je veux voir une fois par mois, donc pas chez moi parce que je peux pas, mais je vais les inviter quelque part. Et en fait, ça a commencé comme ça, où j'ai organisé une première soirée à la Gazette Café en octobre 2022.
Et du coup, j'ai invité tous les gens, des voisins, des amis, certains clients. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et je continue depuis 2022, où j'organise des événements mensuels, où je rencontre mes amis, collègues ou clients, et de nouvelles amitiés, en fait, nouvelles connaissances. Et ça continue toujours. Et du coup, je crée des liens comme ça, avec différents niveaux amicaux. Donc j'ai trouvé cette solution-là pour sortir de l'isolement et d'un moment difficile. Et même maintenant que ça va mieux, je continue à voir les gens. Super. Je te remercie beaucoup de ce témoignage parce que ça va donner de l'espoir à ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent et qui sont dans des périodes, comme il l'a dit tout à l'heure de façon très juste, dans des périodes critiques, extrêmement douloureuses, avec un sentiment qu'elles s'en sortiront jamais, dans des impasses, dépression, anxiété qui dure, maladie, je sais pas quoi, et que tu as l'impression que tu t'en sortiras pas, tu es complètement débordé. Et donc là tu as trouvé une force en toi pour fédérer en fait, pour dire qu'à cela ne tienne. C'est vrai que j'ai plus mes amis, je sais pas où ils sont là, je me sens seule et perdue à tout porter. Et donc je vais avoir l'idée de fédérer. Mais là tu as une compétence qui est, je suis assez dynamique si tu veux. T'as encore, tu vois, la compétence de fédérer un moment où tu vas retrouver, où tu vas fédérer quelque chose pour le groupe, un groupe. Et après, ça t'a donné une idée, ça t'a donné du plaisir. C'était un besoin, on va dire, initial. C'était moi qui avais besoin de ça pour choisir une équipe comme ça. Ouais. Mais actuellement, j'ai des gens qui viennent parce qu'ils sont seuls, ou ils viennent d'ailleurs, ils connaissent personne. Et chacun, en fait, on va dire chaque mois... Donne-lui le micro, si elle n'a pas le micro, sinon ça sert à rien. Du coup, en fait, moi, j'avais un besoin spécifique à un moment. Le fait que maintenant ça va mieux, il y a un équilibre, j'ai des gens qui vivent la même chose que j'ai vécu il y a un instant. Et du coup, ça reste équilibré, où il y a des gens qui vont bien, des gens qui vont moins bien, des gens qui cherchent du boulot, ou des gens qui ont besoin juste de rencontrer de nouvelles personnes. Tu as dit que tu étais une aidante. Hein. Pardon ? Tu es une aidante. Tu as dit que je suis une aidante. Le premier truc qu'elle a dit, c'est une altruiste. Oui, c'est-à-dire que tu as fédéré, que tu as vu que ça marchait bien pour toi. Oui, dit, c'est super, j'ai trouvé de la ressource, j'ai bien fait de le faire, ça a bien marché, ça m'a permis de me donner des moments de respiration, du soutien, etc. Des connexions. Pu comme ça être portée aussi par les autres. Et c'est extrêmement important, ce témoignage est extrêmement important parce qu'il y a des moments où on a besoin d'être porté par les autres. Vraiment soutenu, porté. Que tu es à l'arrêt, tu es là, t'en peux plus. Moi, j'ai vécu ça, je sors d'une période de 4 mois où j'avais des douleurs chroniques, des crises d'anxiété, des diarrhées, des machins. J'étais complètement à l'arrêt. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour donner des conférences. J'en ai donné, je ne sais pas comment j'ai fait. Enfin, j'ai fait. Mais dans ces périodes critiques comme ça, moi, j'ai l'habitude de demander du soutien à mes amis. Hein, donc, c'est pas un truc que je ne sais pas faire. Et je l'ai fait et ça a bien marché. Enfin, c'est ce qui m'a le plus aidé, d'ailleurs. Et toi, tu as eu cette idée géniale de fédérer. Donc... après, tout le monde n'est pas ça s'apprend, c'est des compétences. Non, mais c'est sûr. Mais c'est génial parce que ça donne l'espoir que dans des périodes critiques, tu peux sortir de l'impasse. Enfin, c'est possible d'en sortir. Et le lien, c'est vraiment le lien amical, le lien de soutien, le lien d'écoute, le lien empathique et bienveillant. C'est vraiment, en général, notre plus grande aide dans ces moments-là. Après, toi, comme tu es une aidante, tu t'es dit, tiens, je vais en faire profiter aux autres. Les autres, qui vont pas bien, là, ils pourront, voilà, dans mes groupes, je vais les inclure. Mais après, ça reste un groupe équilibré. Hein. Il y a pas que... Il y a des gens qui ont besoin, qui viennent en off, mais... C'est une bonne idée de venir en aide à ceux qui souffrent de solitude subie ou qui sont dans des moments critiques et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour repartir comme en 14. Après, des fois, on ne sait pas qui va pas bien. Hein. C'est-à-dire, les gens, ils viennent, ils savent que c'est un rendez-vous, donc ils viennent, mais du coup... ça reste discret et du coup, c'est plus tard des fois où on me dit ça m'a aidé un moment, je suis venue il y a 1 an ou il y a 2 ans, ça m'a aidé de venir et rencontrer des gens que je ne connais pas. Mais oui, c'est super. Tout ce qui est... moi, je suis très favorable, vous le savez, parce que j'en parle souvent, à la notion de groupe-famille. Puisque quand je fais mes accompagnements en ligne, j'en fais tous les 3 mois des accompagnements en ligne, en visio, pour aider les personnes. Là, c'est sortir du vide affectif, attachement anxieux évitant. Je suis en train d'en créer un sur comment récupérer son ex ou s'en libérer. Enfin, je fais des accompagnements en ligne qui aussi m'amusent bien par moment. Enfin, au niveau créatif, ça peut être sympa. Et l'idée, c'est de créer des groupes familles. C'est que je le dis souvent, que les consultations individuelles, bon, c'est intéressant, c'est bien, ok. Mais le groupe famille, quand on est en groupe et qu'on travaille tous ensemble sur la même thématique, et qu'on peut témoigner de ce que je traverse, que ce que tu traverses, c'est 10 fois plus puissant.
Et on avance ensemble. Et du coup, ce qui me sert peut te servir, ou ce qui m'a servi un jour peut te servir à toi le lendemain. Enfin, c'est vraiment, je trouve, beaucoup plus puissant. Et puis le fait de pouvoir se parler, quoi, de témoigner, toi, de dire à quelqu'un, bon, moi j'ai vécu ça, bah, toi aussi, moi aussi, toi aussi, moi aussi. Je suis pas seule avec ce truc, quoi. Et toutes ces notions de groupe, d'amicalité, de groupe famille, de groupe soutien, c'est énorme. Surtout quand il y a de l'empathie et de la bienveillance. Évidemment, si tu es sur des groupes de boulot où tu te fais massacrer, non, c'est pas la bonne idée d'aller vers ces groupes-là. Mais d'aller dans les groupes, choisir vos groupes, voilà, qui sont ressourçants et pas des groupes où vous savez que. Alors, il y a des groupes. Alors, il y a un truc important sur la solitude, c'est que selon les cercles de pairs, vous avez des relations plus ou moins de surface ou d'intimité. Si je vais faire de la rando, par exemple, bon, je peux discuter, je vais mettre mon pique-nique avec l'autre pique-nique, là, on va discuter sur le bout de gras. Ça peut ne pas être très en profondeur, comme ça peut l'être. Si ça fait 1 an que je fais avec le même groupe, bon, je vais quand même peut-être nouer des relations plus intimes. Et ça va dépendre de vous. Il y a des personnes qui sont authentiques facilement. Moi, je raconte facilement ma vie parce que j'ai l'habitude et que ça fait des années que je travaille sur vivre en vérité. Donc, j'ai pas de problème, même si je connais pas quelqu'un, au moment du pique-nique, à lui raconter ma vie. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont mal à l'aise avec ça. Donc, ils vont parler de la pluie, du beau temps, des couches culottes, ce qu'on appelle du passe-temps. D'accord ? Mais c'est une manière quand même de rentrer en lien. Le passe-temps, c'est la politique, les voitures, enfin bon. C'est une manière d'être en lien. Alors, c'est pas très profond, émotionnellement parlant. C'est pas vraiment de la connexion émotionnelle, mais c'est mieux que rien. Et donc, vous allez trouver des groupes avec qui il y a ce type de connexion. Et ce qui est important aussi, c'est donc partage de ce truc au sport, de tes clubs de théâtre, machin, ça. Et ce qui va être important pour vous, c'est de trouver des groupes aussi où vous trouvez de la connexion profonde ou émotionnelle, de la connexion qui est la plus importante, qui est la connexion intimiste, la connexion émotionnelle. Et là, je peux vraiment me raconter, je raconte ma life, et l'autre m'écoute, et raconte la sienne, et moi je l'écoute. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc il y a différents niveaux de connexion, et c'est important de naviguer un peu dans différents types de ce qu'on appelle de structuration du temps. Passe-temps, rappelez-vous, alors je rappelle la structuration du temps, c'est d'Eric Berne en analyse fractionnelle, qui était le fondateur de l'analyse fractionnelle, qui avait développé ce concept de la structuration du temps, à quoi on passe notre temps. Donc on peut passer notre temps justement dans des passe-temps, dans des rituels aussi, bonjour madame, bonjour monsieur, donc là il va pas se passer grand chose, quelle heure il est, bon ça c'est des rituels, ça c'est vraiment pas de la connexion profonde, c'est l'inverse. Le passe-temps c'est un peu plus que le rituel. Ensuite, on a les activités. On va partager. Là, ce matin, j'étais à la plage, donc il y en avait qui faisaient. J'ai fait du longe-côte. J'ai nagé à côté de ma copine. Bon, on a discuté, je sais pas quoi. Bon, bref. Donc, quand on partage une activité, souvent, c'est de l'activité, mais c'est déjà une connexion un peu plus profonde. Et ensuite, on a l'activité, la connexion où on est vraiment dans l'intimité. Qui est l'intimité, selon Berne, c'est vraiment une connexion vraiment émotionnelle. D'être à être, on peut vraiment se sentir accueilli pour qu'on est. Donc selon la manière dont vous structurez votre temps, vous allez avoir des connexions plus ou moins émotionnelles et profondes. Non, ça marche quand même. Donc faites attention, merci de vous inquiéter, faites attention à ça. Est-ce que j'ai l'habitude de n'être que dans des relations de surface, superficielles, ou est-ce que je sais nouer, parce que ça peut dépendre de moi, ça ne dépend pas que des autres, des relations émotionnelles profondes. Voilà. Donc, vérifiez si vous avez suffisamment ce type de relation ou pas. Et si vous n'en avez pas, c'est à développer. Donc, c'est à développer la compétence pour apprendre à faire ça, parce que c'est ce qui nourrit le plus l'intimité. D'accord ? Bah oui, c'est pour ça que j'en parle. Et ça s'apprend. Donc, pour revenir sur la solitude, ce qu'il faut savoir de la solitude, il y a différents types de solitude. Donc, il y a la solitude sociale. Je n'ai pas assez de contacts réguliers, donc je dois peut-être apprendre à développer comment je vais m'y prendre pour avoir plus de contacts réguliers, un tissu social. Ça peut être une solitude émotionnelle, ce dont je viens de parler, c'est-à-dire je suis en lien, mais le lien n'est pas assez profond.
Et donc, je n'ai pas de personne de confiance avec qui je me sens en lien de sécurité pour pouvoir développer une relation profonde, émotionnellement parlant. Et la solitude existentielle, j'en ai pas parlé encore, mais c'est la solitude tragique de l'existence qui est je ne me sens pas compris par le monde entier. Je ne me sens pas accueilli sur Terre et je ne fais pas confiance aux autres et je me sens dans une profonde solitude existentielle. On peut toucher ces espaces-là par moment. L'idée, c'est pas d'entretenir ça tout le temps, parce que là, on est dans le tragique de l'existence, d'accord? Alors, c'est normal, ça traverse. Ça ne peut pas ne pas vous traverser. C'est lié au sentiment de séparation. Néanmoins, c'est quand même bien, comme on est des êtres sociaux, c'est quand même bien de nourrir, d'entretenir, de nourrir, de développer ces relations de différents types, hein, comme je viens de le développer tout à l'heure. Mais c'est normal que par moment, vous soyez touché ou affecté par le tragique de l'existence, c'est-à-dire la solitude existentielle. Et ça, c'est humain. Vous ne pouvez pas ne pas y être confronté tôt ou tard, à un moment donné, vous êtes au plus mal. De toute façon, vous allez mourir seul, même s'il y a quelqu'un qui vous tient la main, c'est vous qui traversez l'expérience. Et ce n'est pas forcément tragique d'ailleurs. Il y a différentes étapes dans la vie, effectivement. Oui. Il y a des moments où Alors, prends le micro. Pardon. Je dis, il y a différentes étapes dans la vie, parce que moi, je suis assez âgée, et donc j'ai passé des passages difficiles. En ce moment, c'est un peu ça aussi, parce que comme je vieillis, j'ai du mal à rencontrer des gens, ou des gens qui parlent d'autre chose que de Tamalou, quoi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc ouais, il faut effectivement que j'essaye de trouver autre chose. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie, donc je devrais pouvoir trouver un moyen de rebondir. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, tu te fais confiance, tu vois. Quand on va très très mal, on se fait plus confiance. On perd la confiance en soi de pouvoir se faire des liens avec de nouvelles personnes, par exemple. Voilà. Et ça peut, mais tu as raison, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'à chaque âge, tu vas nouer des relations de type différentes et tu peux te retrouver dans un monde un peu appauvri. Oui, avec des personnes qui se plaignent tout le temps, mais qui finalement n'ont plus... Des amis qui sont trop malades. Alors vas-y, reprends le micro. Ou des amis qui sont très malades, donc qui ne parlent que de maladie, ou bien des amis qui sont mortes aussi, hein, parce que j'arrive à un âge où effectivement il y a pas mal de choses qui bougent. Tout à fait. Bon, mais il faut c'est la vie. Il faut apprendre à vieillir, voilà aussi. Il faut apprendre à vieillir et accepter les deuils qui sont tout le temps... ça fait partie du tragique de l'existence. On n'a jamais dit que c'était toujours marrant, hein, pas toujours fun. Et en même temps, c'est important que tu nourrisses tes liens. C'est important d'en prendre soin, de cultiver ton réseau, de voir avec qui tu peux partager aussi leurs peines et renouveler ton réseau. Et c'est très important. Je pense que ça, c'est important que tu réfléchisses là-dessus. Oui, il faut effectivement renouveler un peu le réseau, mais en vieillissant, c'est de plus en plus difficile. Voilà, c'est ça que je trouve par rapport à ce que j'ai vécu tout le reste de ma vie. Tu peux trouver des personnes comme toi. Oui, bien sûr. On est 7 milliards sur Terre. Il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas des personnes qui sont dans la même dynamique que toi, qui sont encore en forme et qui ont envie de faire des choses, ou de partager des activités, ou de boire un café, manger un truc ensemble. Tu vois, il n'y a pas de raison. Oui, il y a les engagements associatifs aussi. Et les engagements quoi? Associatifs. Ah oui, les engagements associatifs, tu peux aussi faire du bénévolat. Enfin, voilà. Enfin, chacun ses goûts et ses envies. Mais informez-vous pour voir. Tu vois, après, c'est une question d'information. À quel endroit je m'y prends pour trouver, développer. Mais ton intention, ça peut être de développer de nouvelles relations. Donc, ce qui fonctionne bien, puisqu'on est sur les pistes, c'est plutôt de miser sur la répétition plutôt que de les rencontres exceptionnelles. Ah, je vais enfin trouver mon prince charmant, ma princesse. Ah, dans une soirée, peut-être ça va être la bonne. Bon. Donc c'est pas tellement ça. Si vous voulez trouver des pistes pour sortir de la solitude subie, c'est mieux de miser sur la répétition. Ce qui fonctionne le plus, c'est les activités hebdomadaires, comme le sport, comme les cours de quelque chose, comme les associations, comme tu l'as dit. Les mêmes lieux, les mêmes personnes régulièrement. Et puis régulièrement de s'exposer de manière fréquente avec ces groupes-là, sans vous mettre la pression et sans qu'on te mette la pression en te disant « Ah, il faut absolument que tu te casses, il faut que tu ailles rencontrer, il faut que tu ailles sortir au bal, il faut que tu... » Parce que sinon tu rencontreras personne. Voilà.
Donc c'est vrai que là où il y a le plus d'efficacité, d'après ce que les enquêtes, c'est dans les cours de langue, de danse, de sport, dans le bénévolat, dans les clubs, dans les projets collectifs aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif commun, c'est cadré, il y a des consignes. C'est pas, vous ne partez pas dans un truc, bon bah voilà, vous êtes dans un endroit en soirée où vous devez faire un effort pour rencontrer. Non, il y a un cadre. Dans les cours de danse, il y a un cadre. Donc voilà, après vous pouvez rencontrer, il y a un moment de convivialité, mais voilà. Donc, le milieu du développement personnel, il est particulièrement facile pour rencontrer de manière authentique, sachez-le. C'est un nid à relations faciles, sans effort et authentique. Après, ça ne marche pas pour tout le monde, mais c'est quand même facilitant. Parce que très vite, il y a des hugs, très vite, on partage un repas, très vite, on danse ensemble, très vite, voilà. C'est assez simple, en fait, pour rencontrer des personnes sans passer par les sites de rencontres et sans vouloir se caser absolument. Il n'y a pas besoin de se caser, on peut faire des relations comme ça, simplement pour le plaisir de la rencontre et de l'échange, et de manière spontanée. Voilà. Donc, sachez-le, parce que bien souvent, par ignorance, il y a plein de personnes qui cherchent le couple, pour des besoins d'être touchées, par exemple, d'être prises dans les bras, de partage authentique, sans, tu vois, hein, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, on s'en fout de qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est autre chose que ça qui compte, plutôt qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, voilà. Bon. Voilà, donc chercher des contextes structurés comme ça, c'est souvent facilitant, plutôt que de faire des efforts en se disant mais comment je vais faire pour sortir de la solitude, je ne sais pas, j'ai pas d'idée. Voilà, ça peut vous aider. Et puis passer de parler à partager progressivement, qui est que quand les échanges restent superficiels, c'est vrai qu'on est souvent déçu. Donc vous pouvez passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de conversations légères à des opinions personnelles, à parler de vos expériences personnelles et ensuite de parler de vos émotions. Ça, je le dis pour ceux qui ont le schéma sur contrôle émotionnel, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup dans la pudeur. Moi, j'avais un patient ce matin qui était très là-dedans et donc il avait beaucoup de mal à exprimer spontanément ses émotions. Par contre, il avait une facilité d'élocution pour parler de tout et de rien, des concepts notamment, mais pas de parler de lui. Donc ça, c'était très compliqué pour lui. Donc, on peut commencer par des conversations légères, et puis ensuite un peu plus perso, et puis de donner ses opinions, puis petit à petit d'aller vers la liberté d'oser être soi face à l'autre, c'est-à-dire de parler de ses émotions. Voilà, ça c'est petit à petit, crescendo, mais ça va donner la possibilité d'avoir accès à de la vraie connexion. C'est ça qui, d'ailleurs, il me disait, mais moi j'aspire à ça, et j'ai tellement peur de me faire rejeter que je parle en surface. Je ne veux pas parler de moi parce que j'ai peur du rejet, en fait. Donc on travaillait là-dessus ce matin. Voilà. Et puis de vous faciliter la vie pour ceux qui ont du mal à prendre une ou deux personnes potentiellement fiables pour de se dire, tiens, avec celle-là, ça se passe mieux, avec celui-là, ça passe pas mal, ça passe mieux qu'avec les autres. Donc je m'entraîne à investir doucement, mais régulièrement la relation pour me mettre en sécurité, mettre l'autre en sécurité et voir que finalement, je peux me faire des amis. Voilà. Et proposer ce que je fais souvent, des moments simples. On peut aller boire un café, ou on peut marcher ensemble, on peut aller au parc machin, on peut aller à la plage. Voilà, vous pouvez faire des propositions simples, vous n'êtes pas obligé de passer la journée avec, ça n'engage à rien. Et c'est comme ça qu'on noue des relations d'amicalité. Hein. C'est souvent parce que vous proposez, par exemple, vous avez fait un cours de danse, vous avez été à un spectacle ou à une conférence, je ne sais pas, vous dites, ah tiens, c'était sympa, on va boire un café. Ah bah tiens, je t'ai trouvé sympa, c'est sympa, là, on a échangé, c'était cool. Ah bah on pourrait reprendre un café un autre jour à tel endroit, à telle heure. Et hop, ça passe comme ça. Il n'y a pas besoin d'être très compliqué la vie, hein. Ça peut être très simple en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je parlais des compétences à développer. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça et qui n'ont pas l'idée de faire ça. Ils ont tellement peur du rejet qu'ils n'ont pas l'idée de spontanément de dire « Oh mais c'était sympa, on a bien discuté, là, on pourrait le refaire, on pourrait aller boire un coup ensemble. Et si on s'appelait après-demain, bon bref. » Donc si vous ne savez vraiment pas faire ça, que vous avez vraiment l'anticipation du rejet, que vous avez tendance à anticiper que que tout ira mal, que c'est pas possible, que les autres y ont le droit et pas vous, que vous suranalysez les interactions, vous rentrez chez vous, ah peut-être que il a pensé que ça de moi, elle a pensé ça de moi, peut-être que voilà. C'est de la suranalyse, c'est de l'interprétation. Hein. Souvent les gens ils y pensent pas tant que ça d'ailleurs, et que vous avez du mal à initier les contacts, ou que vous avez une baisse
dans cette période-là d'énergie sociale, comme elle en parlait tout à l'heure, elle portait plein de choses, donc elle avait une baisse d'énergie sociale, soit vous faites comme elle a dit, vous pouvez avoir une idée de fédération, vous pouvez fédérer. Moi, à un moment donné, j'ai fédéré un groupe en disant, tiens, je vais faire un groupe WhatsApp où je vais dire mes plans de sortie. Et puis, je vais dire à des amis de faire pareil. Ils vont mettre leurs plans. Et comme ça, je serai informée des plans, ils seront informés de mes plans. Et puis comme ça, voilà, et puis comme ça, si on veut, on fait un petit réseau. Puis s'il y a un plan sympa, on y va. Les autres, ils viennent s'ils veulent. Voilà. Donc on peut fédérer des trucs, où on peut s'insérer dans des groupes existants, ça existe, et comme ça, renouveler son stock. Et puis sinon, vous pouvez toujours venir en thérapie ou travailler sur le vide affectif, ça c'est possible aussi, il n'y a pas que moi qui le fais, en TCC notamment, ça marche bien. Ou apprendre à s'exposer, parce qu'en TCC, thérapie comportementale et cognitive, on apprend à s'exposer graduellement à des situations qui nous font peur. Voilà. Et puis de réduire l'autocritique après les interactions en se disant je vais dévaloriser, je vais devoir quitter les lieux. Je termine et je m'en vais. Je me dépêche. Autre chose qui est important, c'est quand vous souffrez de solitude, c'est de réduire les liens qui vous ne nourrissent pas. C'est-à-dire, par exemple, je passe beaucoup de temps à scroller dans les réseaux sociaux. Plutôt que de faire ça, regardez où vous passez votre temps, faites mieux intelligemment de dire, tiens, je devrais quand même voir comment je peux développer mon tissu relationnel. Ça serait plus intelligent que de scroller, par exemple. Ou de consommer beaucoup de vidéos, du contenu. Alors, je ne vous dis pas d'arrêter d'écouter mes vidéos, mais à un moment donné, si vous faites que ça, vous n'allez pas rencontrer des gens vrais. Donc, il y a un temps pour écouter et un temps pour sortir dans la rue et rencontrer des vraies personnes. Ce n'est pas la même chose. Donc, tous les remplacements des échanges réels par le numérique, à un moment donné, ça sature, en fait. C'est excessif, quoi. Alors, ça peut être même passif. C'est passif. C'est bon, j'écoute mes séries, j'écoute Véronique, j'écoute machin. Bon, ça peut être très intéressant parce que des fois, c'est vraiment France Culture, quoi. Il y a des choses même vraiment incroyables sur Internet. Mais à un moment donné, ça peut être trop et ça vous empêche de de faire attention à vos réseaux, de nouer des liens qui sont nourrissants et qui vont vous faire sortir de la solitude subie, en fait. Voilà. Donc, je suis obligée d'arrêter, donc je vais m'arrêter. Eh bien, merci à vous. Et puis à la prochaine.